Pas de preuve de collusion entre les Russes et Donald Trump pendant la campagne présidentielle. Après 22 mois d'accusations et de sous-entendus, l'enquête fuite dans les médias et révèle peu à peu l'absence de charges contre le locataire de la Maison-Blanche. Une déception pour le système qui ne compte pas en rester là. Après un samedi noir, l'acte 19 des Gilets jaunes s'est déroulé relativement sereinement. Dans son siège éjectable, Christophe Castaner avait prévu un dispositif policier très important. Résultat, des manifestants dissuadés, des arrestations préventives en pagaille et un noyau dur toujours aussi déterminé. 2 ans après l'élection présidentielle, le scénario du face-à-face entre la présidente du Rassemblement national et Emmanuel Macron est en passe d'être rejoué pour les élections européennes. Le scrutin se polarise entre les autoproclamés progressistes et les souverainistes. Madame, Monsieur, bonsoir. Du répit pour la Maison-Blanche. Après près de 2 ans d'enquête, le procureur spécial Robert Mueller a conclu à l'absence de collusion avec la Russie lors de la présidentielle américaine de 2016. Une victoire pour Donald Trump, mais ses détracteurs ne comptent pas en rester là. Thibaut Bastide. Un triomphe pour Donald Trump, une soupe à la grimace pour ses opposants. 2 jours après la fin des investigations concernant une probable collusion entre la Russie et le milliardaire durant l'élection présidentielle de 2016, le rapport tant attendu du procureur spécial Robert Mueller a été transmis au Congrès et rendu public dans la foulée. Les conclusions sont formelles, il n'existe aucune preuve concrète d'une collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et Moscou. Un soulagement pour l'exécutif américain et en particulier pour le locataire de la Maison-Blanche, qui n'a pas tardé à réagir comme à son habitude sur Twitter en déclarant « pas de collusion, pas d'obstruction, réhabilitation complète et entière ». Donald Trump en a également profité pour tacler directement ses adversaires politiques. Depuis plusieurs mois, le président américain dénonçait régulièrement ce qu'il appelait une chasse aux sorcières mise en œuvre selon lui par les démocrates. Il faut dire que l'appareil judiciaire avait mis le paquet pour tenter de faire chuter le milliardaire. Au total, pendant 22 mois, 19 procureurs et 40 agents du FBI ont enquêté sur ces soupçons, procédé à la réquisition de 2800 documents et ont auditionné 500 témoins. Une entreprise de démolition qui a, semble-t-il, échoué. Semble-t-il car les démocrates ne comptent pas en rester là. En effet, ils ont exigé que le rapport complet soit publié, estimant qu'il n'innocente pas totalement le président américain. Si le texte conclut effectivement à l'absence de preuves sur une collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et Moscou en 2016. Il laisse une porte ouverte à un autre chef d'accusation, celui d'obstruction à la justice. Et c'est sur cette ouverture que les démocrates souhaitent s'appuyer. Un effet d'annonce selon Evelyne Josselin, spécialiste des États-Unis et auteur de Trump pour le meilleur et pour le pire. Un effet d'annonce pour le grand public. Ils savent pertinemment que le procureur spécial qui a remis son rapport à barre, ils savent très très bien que le ministre de la Justice ne peut pas révéler au public l'intégralité demain matin de ce qu'il a. Il y a forcément des pièces. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui a volé une bicyclette, ni de quelqu'un d'ailleurs qui a commis le moindre délit, mais il s'agit du président des États-Unis. Il y a des protocoles, il y a certains types de papiers qui seront automatiquement classés, d'autres qui seront... Et ça se fera de toute manière sous la supervision de quelqu'un qui avait nommé Mueller et quelqu'un qui a laissé Mueller engager uniquement des gens de gauche dans son enquête, qui est Rosenstein, qui se trouve encore en sursis au ministère de la Justice, avant d'être bientôt remplacé. Son remplaçant est prévu pour dans quelques semaines, mais lui, il est encore là. Donc, comme il fait partie des instigateurs de l'enquête Mueller, il est en quelque sorte la garantie pour les gens de la gauche folle furieuse que le dossier va être soigneusement examiné et que tout ce qui pourra être communiqué au public le sera. Mais je vous répète, c'est quand même une affaire d'État. Donc, il y a forcément des dossiers, et les démocrates le savent très très bien, qui ne pourront pas être remis. Libéré de ce boulet qu'il traînait au pied depuis 2016, Donald Trump pourrait même retourner l'affaire contre ses adversaires politiques. Evelyne Josselin n'exclut pas que les instigateurs de ce dossier contre le président américain soient à leur tour poursuivis. Et même, rebondissement, ce qu'on pourrait enfin découvrir, c'est que les gens qui sont les instigateurs de ce dossier qui a conduit à cette enquête, une enquête où il n'y avait pas de crime, je vous signale, une enquête en général, c'est pour enquêter sur un crime. Là, c'était une enquête à la recherche d'un crime, et un crime dont tout le monde savait fort bien qu'il n'avait pas eu lieu. Donc maintenant, ce sont les enquêteurs qui devraient à leur tour subir un processus d'investigation.
Et on devrait remonter jusqu'à des personnalités comme Hillary Clinton, bien sûr, mais aussi Loretta Lynch, l'ancienne ministre de la Justice d'Obama, et Obama lui-même qui a permis tout à fait illégalement à la cour FISA de produire ce dossier et d'inculper des personnes. Un revirement constituerait d'ailleurs un véritable coup de pouce pour le milliardaire qui peut désormais envisager sereinement l'élection présidentielle de 2020 alors que la course a déjà débuté. Un acte 19 plus calme que prévu. Une semaine après les scènes de chaos sur les Champs-Élysées, les nouveaux rassemblements de gilets jaunes placés sous haute surveillance se sont déroulés dans une atmosphère relativement calme dans tout le territoire. Un samedi plutôt calme dans les rues de la capitale. Cela faisait un certain temps que ce n'était pas arrivé. Une semaine après les heurts et les saccages sur les Champs-Élysées, l'acte 19 des Gilets jaunes s'est déroulé dans une atmosphère relativement apaisée. De quoi réjouir le ministre sur la sellette, Christophe Castaner. Les manifestations de Gilets jaunes ont rassemblé 40 500 personnes sur l'ensemble du territoire français, dont 5 000 à Paris. Un dispositif adapté avait été mis en place. 65 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés, ainsi que 30 000 sapeurs-pompiers. Je retiens que nos consignes de fermeté ont été respectées et qu'elles ont permis de maintenir l'ordre et d'éviter les débordements. 40 500 manifestants en France, selon la place Beauvau, avec un dispositif sécuritaire composé de 65 000 policiers. Visiblement, soit le gouvernement ne sait pas compter, soit il fallait à tout prix éviter les scènes de délabrement de la semaine passée, soit un peu les deux. De nombreuses mesures flirtant avec la privation de liberté ont été prises pour cet acte 19, de quoi dissuader un bon nombre de gilets jaunes de se mobiliser cette semaine. Des vidéos montrent que les manifestants étaient sommés de retirer leurs gilets jaunes pour se déplacer à l'extérieur des cortèges, une disposition qui ne repose sur aucun fondement juridique. De même, 2 personnes ont été verbalisées parce qu'elles portaient un pull sur lequel était inscrit « Oui au RIC » dans une zone interdite de manifestation. Des arrestations préventives ont également été menées et surtout de nombreuses zones ont été bouclées et déclarées interdites de rassemblement. À Paris, c'était le cas des désormais symboliques Champs-Élysées. Les Gilets jaunes étaient donc majoritairement du côté du Sacré-Cœur. Le regroupement est resté calme et bon enfant, loin des images de la semaine précédente. En province, les Gilets jaunes étaient toujours présents. Dans le Nord, on pouvait ainsi apercevoir Priscilla Ludowski, une des instigatrices du mouvement. Il dure dans le temps, ça fait déjà depuis novembre, on y est, on passe le printemps et j'espère que des mesures fortes seront prononcées parce que ça fait un certain nombre de temps qu'on est dehors. Et non, je ne m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps, c'est pas normal que ça dure aussi longtemps. À Bordeaux, la mobilisation s'inscrit aussi dans le temps. Malgré les interdictions de manifester dans le centre-ville, un cortège relativement vaste s'est réuni. À Nice, une femme de 73 ans a été blessée lors d'une charge de la police. Emmanuel Macron et Nicole Belloubet, le garde des Sceaux, n'ont pas manqué de rappeler que le rassemblement était interdit et que la victime avait donc été à leur rencontre des ennuis. Du côté des forces de l'ordre, un policier a fait un malaise cardiaque à Paris. Malgré donc quelques incidents, cet acte 19 n'a pas été le lieu d'explosions de violence comme la fois précédente. Les manifestants ont préféré se réunir dans le calme, comme les avait exhortés à le faire Jean-Luc Mélenchon. J'appelle donc à une mobilisation intense ce samedi, aux côtés et à l'appel des Gilets jaunes. J'appelle à ce que tous ceux qui y participeront fassent tout ce qui est en leur pouvoir avec les méthodes pacifiques auxquelles ils doivent se tenir, pour qu'aucune provocation ne soit possible. Je rappelle au plus grand nombre que la violence ne peut ni ne doit jamais être une stratégie pour nous, pour la raison qu'elle est inefficace et qu'elle conduit à des escalades qui, au bout du compte, ne tournent jamais en faveur du grand nombre. Pas de saccage, donc pas de drame non plus avec la participation de l'opération Sentinelle qui a pourtant fait couler beaucoup d'encre. Les Gilets jaunes ont bien compris qu'ils devaient être vigilants et faire en sorte que les rassemblements s'apaisent. De leur côté, les Black Blocs et autres casseurs devaient être toujours en train de se reposer de leurs exploits de la semaine précédente, à croire qu'ils réapparaîtront quand le gouvernement aura besoin de mettre un nouveau coup de vis sécuritaire. Le duel Macron-Le Pen reprend du service. À 2 mois des élections européennes, les 2 anciens concurrents, la présidentielle, sont au coude à coude dans les sondages, loin devant les poursuivants. De quoi recycler l'opposition entre les pseudo-progressistes et les fameux populistes. Une polarité qui pourrait bien faire les affaires d'Emmanuel Macron.
23% pour La République En Marche, 22% pour le Rassemblement National. Mai 2019 prend donc des airs de 2017. C'était d'ailleurs la volonté du président, comme en témoigne le dernier clip de campagne de LREM. Regardez notre époque, regardez-la en face. Et vous verrez que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez qu'un choix simple, celui de choisir de laisser un peu plus de place à chaque élection, aux nationalistes, à ceux qui détestent l'Europe. Et dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ils seront là. Nous les avons déjà vus gagner, ici. Les progressistes contre les nationalistes. Le slogan n'en finit plus de rythmer la communication de la majorité et pour cause. À l'heure où l'Union européenne est critiquée de toutes parts, Macron table sur un soutien forcené à Bruxelles. Pointant du doigt les critiques à l'égard du mastodonte européen, le président français place son parti comme le seul défenseur de l'idée européenne. Un raccourci qui lui permet de récupérer les voix de tous ceux apeurés par un Brexit à la française, mais aussi de la classe moyenne aisée qui ne fait pas de la critique à l'égard de Bruxelles une priorité. En effet, cette polarisation outrancière du débat permet d'agiter les inquiétudes. Une opposition que le député élu avec l'étiquette de La République En Marche n'a pas manqué d'égratigner lors de son passage sur TV Liberté. C'est une technique de communication, une ligne qui a été choisie, qui marche certainement pour un certain public, mais qui génère exactement l'inverse de ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut que les peuples grandissent, qu'ils s'éduquent, qu'ils deviennent plus responsables, qu'ils aient les moyens de décider, et notamment de décider en nuances. Quand on fait ça, on crée plus de manichéisme. Donc ce qu'on dénonce, quand on dit oui, les extrêmes pensent en noir et blanc, on leur dit le monde est en noir et blanc. Donc choisissez si vous êtes noir, choisissez si vous êtes blanc. Donc je pense que c'est une attitude qui génère malheureusement un nouvel endormissement des peuples. Parce qu'on leur dit c'est en noir et blanc, choisissez. Pilule rouge, pilule bleue. C'est inadmissible ça. Alors ça marche comme technique de communication, ça marche auprès d'un certain public, ça marche auprès d'un public de supporters je suis désolé, de supporters de sport qui vont choisir leur équipe. La vérité, elle est beaucoup plus contrastée que ça. Et elle est surtout plus contrastée que de dire il y a des bons et des méchants. Et si la technique de communication semble éculée, elle fonctionne visiblement. En effet, La République En Marche est en tête des derniers sondages avec 23%, juste devant la liste du Rassemblement National menée par Jordan Bardella, qui oscille entre 20,5% et 22% selon la présence ou non d'une liste de gilets jaunes. C'est Nathalie Loiseau, le ministre des Affaires européennes, qui prend donc la tête de liste pour LREM. Elle sortira du gouvernement dès demain mardi pour se consacrer à la campagne. Avec ce positionnement contre les souverainistes, Macron devrait donc parvenir, comme il l'a toujours fait, à diviser son opposition. Une division que viendra encore accroître dans une moindre mesure une hypothétique liste de gilets jaunes. Les Républicains sont quant à eux bien loin derrière le duo de tête avec 13%. De quoi laisser du travail au nouveau directeur de campagne de la liste, Geoffroy Didier. Nicolas Dupont-Aignan se maintient quant à lui au dangereux seuil des 5 points sous lesquels il ne faudra pas descendre pour obtenir des élus. À gauche, l'opposition à Emmanuel Macron est encore plus disloquée. La France insoumise est crédité de 8%, juste devant les Verts à 7 points, désormais à égalité avec la liste menée par Raphaël Glucksmann pour son mouvement Place Publique allié au Parti Socialiste. Les Frexiteurs François Asselineau et Florian Philippot sont à 1 point, à l'instar du mouvement Résistons de Jean Lassalle. À 2 mois des élections, La République En Marche va donc mettre les bouchées doubles pour exciter les craintes des électeurs avec les diabolisations diverses et variées. Une stratégie qui viendra s'ajouter au sentiment de lassitude de certains à l'égard des Gilets jaunes pour qui le parti présidentiel incarne l'ordre établi et légitime. Et à présent, c'est le moment de passer à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Rencontre franco-chinoise en grande pompe. Depuis dimanche, le président Xi Jinping est en France pour rencontrer Emmanuel Macron. D'abord de passage à Nice dans les Alpes-Maritimes, le chef de l'Empire du Milieu est arrivé à Paris ce lundi. Si les sujets de discussion ne manquent pas au rendez-vous, le climax du séjour en Europe de Xi Jinping résidait davantage dans la visite en Italie, où de nombreux accords pour placer le pays sur la route de la soie ont été conclus. De son côté, Emmanuel Macron va continuer sa partition sur l'Union européenne en expliquant qu'une UE divisée ne pourra pas résister à la croissance de la Chine.
Verdun évacué de l'histoire de France. Alors que les programmes d'histoire des lycéens viennent d'être publiés, le quotidien L'Est républicain a découvert que la bataille meurtrière de Verdun en Lorraine a été supprimée. Elle s'effacerait au profit de la bataille de la Somme, jugée plus internationale. S'en est suivi une levée de boucliers au point que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a dû intervenir. Selon lui, la bataille de Verdun sera toujours étudiée au collège et au lycée selon la volonté des professeurs. De son côté, le maire de Verdun, Samuel Hazard, persiste. Pour lui, c'est une deuxième mort pour les poilus. Le dernier bastion de l'État islamique est tombé. Samedi, les forces arabo-kurdes ont annoncé être venues à bout du dernier bastion territorial de Daesh en Syrie, après plusieurs mois de combat. Pour célébrer cette victoire attendue depuis des semaines, les forces démocratiques syriennes ont hissé leur drapeau jaune sur la ville conquise de Baghouz. Ils ont ensuite observé une minute de silence en hommage aux victimes tuées lors des combats contre l'État islamique. L'annonce de la chute du califat autoproclamé a été saluée par le ministre des Armées, Florence Parly, qui a tout de même rappelé que Daesh n'avait pas pour autant disparu. Les anti-Brexit donnent de la voix. Samedi, des milliers de Britanniques ont défilé à Londres pour réclamer un nouveau référendum sur la possible sortie de l'Union européenne. Et une pétition anti-Brexit a dépassé les 5 millions de signatures. I believe the majority nowadays is in favor of the EU. It's terrible. We're led by a tyrannical dictator. She needs to go. We need to revoke Article 50. And if we can't do that, then we need the people's vote. The people who put us up for this Brexit didn't even have a plan. They never had a plan. I don't even believe that they thought they were going to win. Une nouvelle pression mise sur le Premier ministre Theresa May alors qu'elle doit dévoiler son nouveau plan pour faire voter son accord sur la sortie de l'Union européenne après avoir obtenu un report. La date butoir a été fixée au 12 avril. En attendant, les anti-Brexit ont l'air bien décidés à se faire entendre. Massacre d'un village Peul au Mali. Samedi, plus de 130 civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués par une centaine d'individus armés à Ogosagou, dans le centre du pays. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais pour les représentants de la communauté Peul, il n'y a aucun doute. Le massacre a été perpétré par le groupe Dan-Nan Ambasagou, une milice réputée alliée du gouvernement malien. Ce dernier a décidé de limoger plusieurs hauts gradés de l'armée et de dissoudre la milice en question. Depuis le début de la crise au Mali en 2012, jamais une attaque n'avait fait autant de victimes civiles. Un orang-outan, souvenir de Bali. Vendredi, un touriste russe a été arrêté sur l'île indonésienne alors qu'il tentait de quitter le pays avec un orang-outan drogué dans sa valise. Il a été interpellé au contrôle de sécurité à l'aéroport de Denpasar avant d'embarquer dans un avion à destination de la Russie. Les agents ont découvert l'animal profondément endormi dans un panier en rotin, ainsi que 2 geckos et 5 lézards vivants. Selon une première visite vétérinaire, le singe serait en bonne santé. De son côté, le touriste russe risque 5 ans de prison et 7 000 $ d'amende pour trafic d'espèces protégées. TV Liberté poursuit ses rencontres avec les téléspectateurs. Jeudi, l'équipe de la chaîne vous donne rendez-vous pour une séance de dédicace du livre TV Liberté, le défi. La rencontre aura lieu à la nouvelle librairie, 11 rue de Médicis dans le 6e arrondissement de Paris, de 18h à 20h. L'occasion d'échanger avec le président de TV Liberté, Philippe Millot, le directeur général Martial Bild et les principaux journalistes de TVL. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Thomas White, avocat de métier, se lance dans la création d'un site d'annonce, le Rucher Patriote. Une initiative audacieuse qui s'inscrit dans la volonté plus large de créer une économie et un label patriote. La spécificité du Rucher Patriote, ce pourquoi il est utile de créer un site spécifique, c'est que nous sommes nombreux dans le pays à se dire « et si nous pouvions faire tous ces échanges de la vie courante avec des personnes qui partagent nos valeurs ?» patriotes, d'amour de notre histoire, de notre pays, de nos valeurs et de volonté de pouvoir continuer à vivre selon ces valeurs dans le présent et le plus longtemps possible dans le futur, bien sûr. Et ce soir, retrouvez également Politique Éco. Olivier Pichon et Pierre Bergerot reçoivent Eudes Beaufreton, délégué général de Contribuables Associés. Son association et ses 350 adhérents luttent depuis près de 30 ans contre le matraquage fiscal. Et puis tout de suite, vous retrouvez évidemment la France de Campagnol de Christian Combaz. Vous retrouverez en revanche Mes libertés politiques avec François Villot de Lochner.
la semaine prochaine. Et à présent, c'est le moment de se quitter. Merci à tous pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Je ne vais pas vous décrire les épisodes qui suivent la mort d'un vieux monsieur pendant le vidage de l'appartement par les enfants et par les petits-enfants, dont je viens d'être témoin, c'est assez banal. Mais dans cette circonstance, j'ai trouvé la matière d'une vraie histoire émouvante sur une époque, celle des années 60. Une histoire qui est aussi une partie de l'éloge funèbre du monsieur, qui est aussi l'éloge d'une artiste peintre, et qui est finalement l'éloge de la France d'où nous venons. Il se trouve que dans l'appartement du monsieur, il y avait une assez grande quantité de tableaux dans un genre un peu utrio, peint par une peintresse de ses amis qui est morte il y a 2 ou 3 ans. Et il y a 3 ans, elle lui a téléphoné en ma présence pour lui dire en somme qu'elle était malade et qu'elle ne l'oublierait jamais. Et quand il a raccroché, il m'a raconté à ce moment-là pourquoi elle était émue et pourquoi du coup lui aussi. Il m'a dit c'est une fille qui était en fait la sœur d'une amie de ma femme quand j'étais jeune médecin et j'avais entendu son histoire. Alors il m'a raconté l'histoire et c'était assez déchirant parce que c'était l'histoire d'une jeune fille qui avait voulu changer de destin par amour de la peinture et qui y était parvenue. Elle était issue d'un milieu pauvre en 1946, elle était employée chez des gens dans le Loir-et-Cher, puis domestique donc. Ces gens avaient un appartement à Paris et là elle a commencé à envier les peintres parce qu'elle avait eu le prix de dessin dans son enfance. Et puis donc son travail fini dans sa chambre de bonne au sens propre, elle peignait la nuit, parfois même des scènes nocturnes, mais elle n'avait pas beaucoup les moyens de s'acheter de la peinture, alors les professionnels lui donnaient des toiles abîmées qu'elle réparait pour les peindre et puis des peintures à crédit. Ensuite, je vous résume un peu, ces tableaux sont jugés tellement inspirés qu'elle arrive à en vendre, elle se met en ménage avec un type qui a un métier, elle peint toute la journée, et c'est là qu'elle rencontre mon ami, là, le vieux médecin, qui à l'époque était un jeune médecin, et je rappelle qu'elle était une sœur d'une amie de sa femme, provinciale. La rumeur se répand que cette pauvre Micheline, c'était son nom, a du mal à vivre. Alors le jeune médecin monte un semblant d'exposition dans sa salle de jeu. Il achète 2 toiles, il en fait acheter à 2 de ses collègues médecins. Ensuite, c'est pas exactement la fortune, mais cette société d'époque structurée, cultivée, où on s'entraide, où on achète parce qu'on aime, où on cherche à encourager le talent d'autrui, eh bien cette société permet à cette jeune fille de vivre de sa peinture, de faire des portraits d'enfants, des vues de maisons de famille, des scènes d'intérieur, le tout pour échapper à un destin qui semblait tout tracé, celui d'une employée de maison, parce qu'elle avait un talent inné avec des perspectives un peu bizarres, des couleurs un peu d'avant-guerre. Et naturellement, la grosse modernité des années 75-80 a limité sa clientèle puisqu'elle est restée dans le genre de sa jeunesse et sa cote n'a jamais dépassé 1 millier ou 2 d'euros par tableau, ce qui est déjà pas mal. Mais comme elle aimait davantage son art que la mode, comme elle préférait ses amis à son ambition et la clientèle française à la clientèle américaine, et comme surtout elle préférait la vraie vie à toutes ses mondanités, elle n'a jamais fait une carrière d'opportuniste, mais elle a été hissée vers le marché de l'art, comme on le faisait autrefois, par une clientèle bourgeoise et même aristocratique, qui a assuré ses revenus pendant 60 ans. Elle vient donc de mourir reconnaissante, elle laisse une œuvre très nombreuse, et son premier bienfaiteur et promoteur, mon vieil ami médecin, là, vient de mourir aussi 2 ans après elle. Ils se sont souvenus l'un de l'autre avant de disparaître, et en rangeant ces fameux tableaux l'autre jour, j'ai retrouvé dans ma mémoire cette histoire qu'il m'avait racontée, et qui était non seulement émouvante, mais représentative de ce qui se passait avant, dans la France d'avant. D'abord, on pouvait débuter dans la vie comme domestique, fille de tapissier, sans un radis, et devenir peintresse reconnue dans toute l'Europe. Ensuite, on pouvait être devenu médecin interne des hôpitaux alors qu'on était né fils de boucher de village, encore un bon point pour l'époque. Et puis on pouvait ne pas acheter des tableaux sur catalogue à un spécialiste basé à Francfort, comme ça juste pour investissement. Non, on pouvait juger soi-même de ce qu'on voyait. On ne demandait à personne ce qu'il fallait en penser. Et puisque vous, qui m'écoutez, vous n'avez besoin de personne pour savoir ce qu'il faut penser d'une époque comme celle-là, comparée à la nôtre, eh bien, je précise que cette femme a vécu heureuse parce qu'elle aimait bien le vin rouge et détestait l'épice froid, à qui d'ailleurs elle ne vendait pas sa peinture et que finalement, si elle avait vécu plus longtemps, elle n'aurait pu vendre à
à quiconque de ce genre, puisque les pistes et froid, nous n'avons plus que ça autour de nous. Elle n'a pas à consommer la vie avec modération, on ne peut pas le dire. Cette femme qui peignait la nuit et qui faisait la domestique le jour, à 20 ans, a conquis son destin de peintre à la force du poignet. Elle s'appelait Micheline Masse, M-A-2-S-E, cherchez son nom sur YouTube. Je suis fier d'avoir connu cette femme et enterré son premier mécène il y a 3 semaines. Je voulais le dire, et voilà, c'est fait. Abonnez-vous, merci.